Lorsqu'on se procure un véhicule neuf, c'est souvent une question de perception associée à la marque et les gens qui vont choisir un véhicule de luxe allemand vont souvent le faire germer en ce sens. Oui, et aujourd'hui, on a mis en comparaison deux véhicules qui sont a priori différents et comparables. Le Mazda CX-30 avec la motorisation turbo, on a une facture de 38 000 et le Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC qui lui a une facture de 52 000 Deux véhicules qui sont directement comparables lorsqu'on les met côte à côte, mais qui, au niveau de la perception du public, sont bien différents. Parce que la majorité des gens vont dire un Mazda CX-30 de 38 000, c'est cher, et une Mercedes GLA 250 de 52 000, c'est acceptable. Mais on va peut-être vous prouver le contraire aujourd'hui. Germain, on commence avec le Mazda CX-30. Là, ça, c'est la version, évidemment, turbo, tout équipé. C'est celle qui est au sommet de la gamme. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus cher, il n'y a pas plus équipé. Non, et pour l'instant, Mazda n'offre pas de version signature. Est-ce que ça viendra un jour avec un niveau de luxe encore supérieur à ce qu'on a là? Difficile à dire, mais il faut admettre que la finition, la qualité de la fabrication, de l'habitacle... C'est déjà plus qu'acceptable. Mazda a tellement rehaussé son niveau dans les dernières années que même sans version signature, c'est très, très bien, là. Et je te dirais que si tu le compares à des véhicules comparables chez les constructeurs généralistes, ben il n'y a rien qui arrive avec ça en termes de qualité de finition. Exactement. Et même en termes de motorisation, en termes de prix, il faut aller dans le trio allemand pour trouver un comparable. Oui, oui, absolument. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment, on a pris la Mercedes GLA 250 comme cobaye pour cet exercice-là, mais on aurait pu prendre, par exemple, une BMW X1 ou une Audi Q3. Voilà. Audi Q3 qui est peut-être un peu plus élevé, qui a peut-être moins cette même forme-là du CX-30, mais je trouvais que la GLA était vraiment, dans son cas, directement comparable aux produits qu'on a présentement. Bon, les avantages du CX-30, évidemment, c'est son comportement, c'est sa dynamique de conduite, c'est les performances routières de façon générale. On a un bon rouage intégral. On a 250 chevaux lorsqu'on utilise de l'essence super, 227 lorsqu'on roule à l'ordinaire. Mais si on se compare à Mercedes, on a plus de puissance. Oui, on a une cylindrée qui est un peu plus grande parce que chez Mercedes, c'est un 4 cylindres turbo-compressé aussi, mais de 2 litres comparativement à celui de Mazda qui est un 2,5 litres. C'est ça. Et évidemment, bon, on est, je veux pas dire handicapé, mais on a une transmission assez conventionnelle chez Mazda, 6 vitesses automatiques. C'est conservateur, tandis que chez Mercedes, c'est une 8 vitesses automatique évidemment, mais à double embrayage. C'est différent en termes de comportement. Ah, c'est complètement différent. Maintenant, on est assis à bord de ce véhicule-là. Position de conduite est exceptionnelle. Je pense que tu es encore mieux placé que moi pour le constater. On est un peu à l'étroit, comme dans tous les produits Mazda. Je te le confirme, à l'arrière, c'est étroit. On se sent à l'étroit et on est à l'étroit. Et c'est sombre. On dirait que Mazda, la visibilité, disons que le pourcentage de fenestration sur ce véhicule-là, c'est quand même assez limité. Ça ne l'avantage pas. Et en plus, on a droit à une voûte qui, elle, est claire, qui est beige. Donc, j'ose même pas imaginer avec une voûte noire à quel point ce serait sombre. Non, ça c'est pour moi l'élément, l'irritant principal. Ce qui est comique, c'est que on regardait aussi un peu plus tôt l'espace cargo du CX-30 qui est pas nécessairement des plus généreux. Mais qui demeure plus grand que celui du qui est plus grand que celui du GLA, qui est plus profond en fait, c'est ce qui l'avantage un petit peu. La différence est minime, mais c'est directement comparable. Donc en termes de format, là où Mercedes a peut-être un petit peu plus d'avantages, c'est au niveau des places arrière, un petit peu plus de dégagement, mais ça s'arrête là. C'est un véhicule qu'on peut conduire des heures et des heures sans se fatiguer. Donc même si c'est une base de Mazda 3, on a vraiment on se sent à bord d'un véhicule premium parce que la finition est très belle, parce que le niveau d'équipement est exceptionnel. Ne manque en fait que les sièges ventilés qui ne sont pas offerts chez Mazda. Mais fais-toi-en pas parce qu'à 52 000, le GLA, on n'a pas non plus. Bon, que ça te donne une idée, mais l'équipement est ultra complet. On a un toit ouvrant, peut-être un peu plus traditionnel, pas un toit ouvrant panoramique, mais encore là, détail. Sauf que pour la puissance, la dynamique de conduite, les performances routières de façon générale, le confort, le niveau de luxe. Et on peut imaginer aussi qu'en termes de coût d'entretien et de coût de revient à long terme, ça va faire moins mal au portefeuille, là. Exactement.
Bon, alors on a voulu regarder un peu à combien se chiffrait ce véhicule-là. Avec le transport préparation, on est tout juste au-dessus des 38 000 $ en incluant les frais de peinture de 450 $ de cette couleur Soul Red, qui est évidemment une option, qui est en fait la seule option disponible parce que chez Mazda, c'est une formule tout inclus. Il n'y a pas d'option offerte mis à part le choix de couleur. Alors là, c'est le moment de sauter dans la Mercedes pour voir comment on peut justifier un écart de prix de 14 000 $, rien de moins, ou 235 $ de plus en location mensuelle parce qu'on est à un peu plus de 550 $ par mois pour le Mazda et on passe à 789 $ pour la Mercedes pour une location de 45 mois. On a voulu prendre des termes équivalents parce que Mercedes n'offre pas de location 48 mois, aussi drôle que ça puisse paraître. Alors, on est allé pour un 45 mois, 18 000 km par année et c'est ce que ça donne comme écart, 235 $ par mois. On peut en faire des choses avec 235 $ par mois pendant 45 mois. De moins en moins, par contre. Oui, c'est vrai. Antoine, on vient de sauter dans le GLA. Tes premières impressions à l'arrière? Je peux te dire que c'est beaucoup plus lumineux. C'est l'élément que j'aime le plus de la GLA par rapport à la CX-30. Bon, il y a un petit peu plus de dégagement à l'arrière parce que c'est un peu mieux conçu à ce niveau-là. Il y a un creux dans le dossier du siège, mais c'est beaucoup plus lumineux. Bon, les panneaux de toit panoramiques en premier lieu, mais aussi le fait qu'il y a une plus grande surface vitrée. Il y a un plus grand dégagement pour la tête, je me trompe pas? Oui, aussi. Mais tu sais, c'est pas ce qui explique que le véhicule est plus cher. C'est une conception à la base qui est faite comme ça. Mazda construit toujours ses véhicules de façon un peu plus étroite que la moyenne des autres constructeurs. Oui, dans une Mazda 3, par exemple, on a le même sentiment. C'est pas ce qui justifie le prix supérieur. Maintenant, ce qui me plaît plus au niveau de l'habitacle de la GLA par rapport à Mercedes, c'est peut-être par rapport à Mazda, c'est peut-être la présentation de la planche de bord et l'instrumentation numérique qui est peut-être un petit peu plus, je veux pas dire intuitive, mais beaucoup plus moderne. Donne l'impression de quelque chose qui vaut plus cher. Et visuellement, c'est réussi, c'est moderne, c'est contemporain. On a mis le paquet sur le plan technologique à ce niveau-là. Par contre, je dirais que la finition chez Mazda, elle est plus belle que chez Mercedes. La qualité des matériaux est plus riche chez Mazda que chez Mercedes. Et ça, faut passer d'un véhicule à l'autre pour le constater. Il y a vraiment des plastiques bon marché à certains endroits dans la GLA, ce qui, entre toi et moi, a pas de bon sens dans un véhicule de 52 000 $ dans lequel il manque encore des options, là. Alors, tu sais, t'as pas de volant chauffant dans ce véhicule-là. Effectivement. Faudrait que tu m'expliques c'est la ça. base, là. Comment on a pu ne pas le mettre et pourquoi il faut payer un supplément pour l'avoir, là? C'est ça. Et on s'explique mal comment ça se fait que même au Canada, c'est pas quelque chose qu'on offre de série, mais c'est toujours dans l'optique d'aller facturer plus cher et plus cher et encore plus cher. Est-ce que les consommateurs vont prendre le temps d'analyser ces deux véhicules-là comme on le fait présentement, où ils vont regarder le logo Mercedes ou le logo Audi et BM et ils vont dire, ben, c'est ce que je veux? Ben, en fait, ils vont regarder la GLA puis ils vont la comparer peut-être avec une Q3, avec une BMW, avec une Cooper Countryman, par exemple. Bon, peut-être avec un XC40 chez Volvo, mais jamais on oserait comparer ça avec un CX-30 ou avec un HR-V ou une Subaru Crosstrek. En fait, est-ce qu'on en a pour plus? La réponse est non. Côté performance, même si la puissance est un peu moindre chez Mercedes, je te dirais qu'en termes de puissance réelle, ça se compare pas mal. Le comportement se compare là, chez Mercedes, on consomme un petit peu moins d'essence. En fait, 0,6 litres au 100 sur papier. C'est normal parce qu'on a une cylindrée qui est plus petite aussi, puis une boîte qui est plus moderne. Donc, on peut l'expliquer de cette manière-là, tout bêtement. Mais si on les mettait prix égal, 38 000 les deux, même à prix égal, je serais embêté. Ben oui, puis en fait, je te dirais que personnellement, je préfère peut-être la dynamique de conduite de Mazda, la puissance de sa mécanique, mais je préfère l'habitacle beaucoup plus lumineux de la GLA. Et c'est peut-être ce qui me ferait pencher pour le produit Mercedes. Mais en même temps,
en considérant les coûts d'entretien, tout ça, la fiabilité qui est peut-être un peu plus hasardeuse parce qu'on a une boîte double embrayage qui est une boîte qui a connu des ratés. Bref, c'est des véhicules qui s'équivalent. Ce sont des véhicules en directe compétition quand tu les compares de façon rationnelle. Autant sur papier que sur route, là. Le confort, l'insonorisation. La mécanique Mazda est peut-être un petit peu plus bruyante au départ initial, mais l'insonorisation de la cabine, ça se compare. C'est vraiment des produits directement nez à nez, qui ont des forces et des faiblesses chacun, mais il n'y en a pas un qui vaut en réalité plus cher que l'autre. Alors, une GLA, ça se vend facilement, la clientèle entre, ne s'obstine pas trop, va faire une location 4 ans, on va payer 750, 800, 850 $ par mois, parce qu'on peut encore ajouter beaucoup d'options là-dessus, soit dit en passant. Mais de payer 550 par mois pour une Mazda sous-compact, c'est difficile à avaler pour bien du monde. Là. Alors, ça revient à ce qu'on disait au début. Tout est une question de perception. Et là, ben, ce qu'on constate, c'est que tu as deux produits carrément équivalents. Mais avec une étiquette qui est différente. Et c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, évidemment, on va vendre plus de Mazda que de Mercedes, mais on va vendre des CX-30 GS sans la turbocompression. C'est ce qu'on va vendre. Est-ce que les versions turbo, elles, vont connaître le succès qu'elles méritent? Parce qu'honnêtement, il se vend beaucoup de BMW X1, de Mercedes GLA, d'Audi Q3, voilà. mais du CX-30 turbo, j'ai bien hâte de voir la part de marché de ça. Et le message qu'on veut passer ici, c'est si vous considérez une Q3, une GLA, un XC40 de chez Volvo, ben peut-être jeter un œil du côté de chez Mazda. Vous pourriez économiser 10, 12, 14 000 $ comme ça. Et avec avoir un équipement supplémentaire. Ben avec un produit qui est carrément équivalent à ce que vous avez en tête.